Focard a essayé de monter une opération pour renverser Sékou Touré dans le courant de l'année 1959-60. Et c'est après l'indépendance de la Guinée que Focard et les services secrets français ont commencé à monter ce coup qui a été un ratage complet. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent, elle a été démontée. Qu'est-ce que vous faites avec votre mouchoir blanc là? Le mouchoir blanc est le signe distinctif. C'est votre signe? Oui, tout le monde me reconnaît par le mouchoir blanc. Et quand vous le sortez dans la rue, vous saluez les gens comme ça? Oui, oui, toujours. Dès qu'on voit le mouchoir blanc, là, on sait que c'est moi, voilà. Si on ne voit pas le mouchoir blanc, ce n'est pas moi. Parfois, je passe à l'incognito. Monsieur X, il n'y a pas si longtemps, en me racontant les secrets de la tragédie biafraise, a mis en lumière le rôle de la politique occulte de la France en Afrique. C'est pourquoi je lui ai demandé à la fin de cet entretien s'il existait d'autres exemples aussi tristement spectaculaires. Il m'a répondu cette semaine. Et il m'a dit d'emblée, en Guinée, nous avons fabriqué un dictateur. Par conséquent, nous portons aussi la responsabilité d'une partie de ses crimes. Monsieur X voulait donc parler du dirigeant guinéen Sékou Touré, l'homme qui a dit non au général de Gaulle. Quand vous dites que la France a fabriqué un tyran, c'est peut-être un peu facile, non? Enfin, vous exagérez à tout le moins. Non, non, je maintiens ce que je vous ai dit. Et vous ne pensez pas que Sékou Touré, enfin, de toute façon, serait devenu un dictateur? Peut-être, mais alors nous avons certainement précipité son évolution. J'ajoute que nous n'avons pas été les seuls. Pas les seuls, c'est-à-dire? Dans l'affaire guinéenne, nous avons été aidés par beaucoup de monde. Mais nous en parlerons, si vous voulez bien. Sékou Touré agaçait, en effet, beaucoup de gens. Et autant de services secrets qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour se débarrasser de lui. Ouais, mais enfin, ils n'ont pas réussi. Hein. Non, Sékou Touré leur a échappé en mourant de mort naturelle. Vous allez être sûr au moins. Dans ce genre d'affaires, on n'est jamais sûr de rien. Sékou Touré est mort soudainement au cours d'un voyage aux États-Unis. Et je n'en sais pas plus, puisque les médecins ont conclu à une mort naturelle. Et il avait quel âge? Une petite 60aine d'années. Pas bien vieux, hein? Non. Bon, rapidement, quel est son parcours? Rapidement, oui. Car il faut arriver très vite à la fin des années 50, au moment où son destin et celui de son pays vont basculer. Sékou Touré est né au début des années 20, en 22 exactement, en pays malinké, aux confins de la savane et de la forêt, très près des sources du Niger. C'est très important. Mais pourquoi ça? Parce que c'est le pays d'un certain Samori Touré,
un chef politico-religieux de grande envergure qui a longtemps mené la vie dure à nos troupes. Et qui s'appelle donc Touré, lui aussi. Alors, vous imaginez bien que Sékou Touré va souvent se réclamer de ce guerrier prestigieux. Il affirmera même qu'il est l'un de ses descendants. Vrai? Peu importe, l'essentiel c'est qu'on le croira. Et Sékou Touré, là, fait des études? Une école coranique d'abord. Ah oui, donc, parce qu'il est musulman. Comme tous les habitants de cette région. Ensuite, il fréquente une école professionnelle dans la capitale Conakry. Et il fait des études secondaires par correspondance. Ça lui vaut d'être engagé dans les services financiers des PTT. Il est fonctionnaire, donc. Hein. Oui, et très bien noté. Sékou Touré est entreprenant, intelligent, et en 1945, il fonde le premier syndicat de Guinée. Parce qu'il n'y a pas encore de syndicat. Non, il ne faut pas oublier que le droit syndical avait été accordé aux Africains peu d'années auparavant. Ouais. Et comment cette initiative, alors, création de syndicat, a-t-elle été accueillie par les autorités? Pas très bien, comme vous pouvez le penser. Ce n'est pas parce que vous avez un droit qu'il faut l'exercer, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Sékou Touré devient très vite la bête noire du gouverneur. De son engagement syndical? Bien entendu. Ouais. Affilié à la CGT, est-ce que Sékou Touré est communiste? Non. Il n'est pas inscrit, mais il est évident qu'il est très proche du Parti communiste français. Et il fréquente ses dirigeants lors de ses voyages à Paris. Toutefois, ce jeune leader syndicaliste rejoint le RDA, le Rassemblement démocratique africain, où l'on trouve de futurs chefs d'État comme Houphouët-Boigny. Sékou Touré est donc très vite un homme qui compte en Afrique. Incontestablement, il est très populaire. En 1953, il organise une grève générale qui va durer plus de 2 mois. Et le gouverneur de l'AOF sera obligé de céder. Mais une grève pourquoi? Pour l'application du Code du travail. Une grève légitime, donc. Tout à fait. 1 an plus tard, l'administration coloniale croit tenir sa revanche, mais ça ne fera qu'accroître un peu plus la popularité du jeune dirigeant. Et pourquoi? Sékou Touré est candidat lors d'une élection législative partielle. Grâce à une fraude massive organisée par les autorités, Sékou Touré est battu. Ouais, je crois comprendre, il se pose en martyr. Évidemment, et grâce à ce trucage électoral, Sékou Touré gagne encore en popularité. Tant et si bien que bientôt il est élu maire de Conakry. Et en 1956, enfin, il devient député. Ah, quand même. Mais sous quelle étiquette? Front républicain. Il est de gauche, donc. Hein, oui, 1 an plus tard, en 1957, lorsque la loi cadre initiée par Gaston Defferre entre en application, il accède à la vice-présidence du Conseil de gouvernement de la Guinée. Cette loi cadre accordait plus d'autonomie aux colonies, c'est ça. Hein. Et le vice-président est en fait le véritable chef du gouvernement. Ouais. Donc Sékou Touré est le maître de la Guinée dès cette époque. Hein. Oui, il règne sans partage. Son parti, un parti unique bien sûr, s'impose par la force s'il le faut. Ouais. Et politiquement, alors comment ça se traduit ça? Sékou Touré ne fait pas mystère de ses convictions marxistes et la plupart de ses ministres sont proches des communistes. Et vis-à-vis de la France, qui est encore, il faut le dire, la puissance de tutelle. Hein. À ce moment-là, Sékou Touré ne remet pas en cause l'appartenance de son pays à la République française. Et il évite soigneusement de prononcer le mot d'indépendance. C'est-à-dire qu'il n'ose pas sauter le pas, quoi. Pas encore. Mais c'est vrai, Sékou Touré est un africaniste révolutionnaire qui rêve d'une Afrique unie, une Afrique qui, un jour forcément, devra couper le cordon ombilical avec la puissance coloniale. Et petit à petit, il évolue. Dans un sens hostile à la France? Hostile, non. Non, mais déjà, et là on se situe au début de l'année 1958, Sékou Touré commence à parler d'association libre avec la France. Ah, et c'est la fameuse expression, l'indépendance dans l'association? À peu près, même si le mot indépendance n'est toujours pas prononcé. Ouais, il est très modéré, votre révolutionnaire. Oui, on aurait sans doute dû l'écouter plus attentivement. Tenez, avant de venir vous rejoindre, j'ai jeté un coup d'œil sur les écrits de Sékou Touré. Il parle de la confiance et de l'amour que les Africains, à commencer par lui-même, portent à la France. L'amour? L'amour, oui. Et c'est pourtant ce même homme qu'on va bientôt présenter comme l'un des pires ennemis de notre pays et qu'on va essayer d'abattre. Ouais, c'est donc qu'il a évolué quand même. Et que la France n'a pas su l'entendre. Mais en 58, il est vrai que l'indépendance est dans l'air du temps. Il y a eu l'Indochine, le formidable mouvement d'émancipation des pays du tiers-monde et la guerre d'Algérie. Sékou Touré fait bien sûr partie des dirigeants africains qui condamnent l'action de la France en Algérie. Puis 58, c'est aussi l'année où le général de Gaulle revient au pouvoir dans les conditions que nous savons. Et incontestablement, l'Afrique attend beaucoup du retour du général. Ouais, parce que c'est l'homme du célèbre discours de Brazzaville, où le général a parlé de l'émancipation des Africains, il faut le rappeler. C'est cela, oui. Et les dirigeants africains pensent que de Gaulle va accorder à leur territoire une autonomie encore plus grande. Quelque chose qui sera très proche de l'indépendance tout en maintenant des liens forts avec la métropole. Une sorte de fédération de pays autonomes? Et libre. Mais la notion va peu à peu évoluer. Ce sera ce que De Gaulle va bientôt appeler la communauté. Et que les populations françaises et africaines devront ratifier en septembre 58, lors du référendum sur la constitution de la Ve République. Cette communauté, c'est donc une libre association de pays indépendants? Voilà. Mais De Gaulle prévient tout de suite, si un pays vote non au référendum, cela signifie qu'il fera sécession et qu'il obtiendra sa totale indépendance. La France rompra donc ses liens avec lui, avec toutes les conséquences que cela implique. Et des conséquences économiques principalement. Oui, ça veut dire la fin de l'aide française. Ouais. C'est clair.
Donc, c'est une menace, hein? Indubitablement. Et pour bien faire passer le message, le général entreprend une grande tournée africaine en août 58. Et ça se passe comment, cette tournée-là? Plutôt bien, sauf dans la Guinée de Sékou Touré. Et le général de Gaulle va prendre cela pour un affront personnel et il ne le pardonnera jamais au leader guinéen. Nous allons voir tout de suite comment s'est passé le rapide séjour du général de Gaulle à Conakry et ce qui a légitimé son courroux. Jean Lacouture, en août 1958, accompagnait le général. Et dans sa monumentale biographie de Gaulle, il raconte par le menu ce voyage. Mais quelques jours auparavant, il avait interviewé Sékou Touré et voici le portrait qu'il trace du leader guinéen. Comment ne pas être frappé par l'impression de puissance contenue dans ce corps replié sur un fauteuil bas, dans ce visage fortement maçonné, au méplat semblable à des rochers émergeant du Niger, dans ce regard luisant étrangement au creux des orbites, plus noir encore que le noir visage, un noir de théâtre, un noir pour jouer Othello, ou le monastatos de la flûte enchantée, dans cette mâchoire de guerrier malinqué. Mais ce qui frappait plus encore à cette époque, et qui a bien changé depuis, c'était l'extraordinaire faculté de silence de M. Sékou Touré, qui a pu depuis lors être témoin des remarquables démonstrations de volubilité données à travers le monde par le leader guinéen, ne peut évoquer sans quelque effarement le mutisme dont il pouvait alors faire preuve. Et plus loin, le journaliste écrit « Dès cette première rencontre, M. Sékou Touré m'a fait penser au Gamal Abdel Nasser de la première époque, celle du coup d'État. Mais ce qui apparaissait chez l'Égyptien, imputable à la timidité, semblait bien chez le Guinéen relever d'une formidable puissance de dissimulation, d'un exemplaire contrôle de soi. Qu'il l'ait appris chez Lénine, chez Machiavel, chez Retz, ou plus simplement dans son village, M. Sékou Touré savait déjà que le meneur d'hommes est plus grand parce qu'il tait que parce qu'il dit, quitte à oublier plus tard ce précepte. Ce récit a été publié dans un livre intitulé « 5 hommes et la France » paru au Seuil en 1961. Tout avait pourtant bien commencé, en apparence au moins. C'est-à-dire, alors? Eh bien, aussitôt descendu de l'avion, le général de Gaulle monte dans une auto où prend place Sékou Touré, direction Conakry. La capitale, oui. Et sur les quelques kilomètres qui séparent l'aéroport de la capitale, c'est un ballet ininterrompu. C'est un ballet des danseurs, vous voulez dire? Oui, c'est bien ce que je veux dire. Un spectacle étonnant, exubérant, parfaitement mis en scène. Tous ceux qui ont assisté à cette mise en scène n'en croyaient pas leurs yeux. Et pourtant, en Afrique, on est habitué à voir des foules colorées et enthousiastes. Oui, mais vous avez parlé de mise en scène. Bien évidemment, tout ça a été préparé. Oui. Mais dans quel but, alors? Impressionner le général. Lui prouver que toute la population guinéenne se trouvait derrière son leader, Sékou Touré. De Gaulle aurait pu croire que ce spectacle était une manifestation d'amitié, d'admiration qui lui était destinée. Sans doute l'a-t-il pensé, mais dans son entourage, ceux qui connaissaient le pays lui ont vite dessillé les yeux. Pourquoi? Parce que cette foule impressionnante chantait aussi. Et un mot lancinant revenait sur toutes les lèvres, Silly. Si, qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'éléphant. Et c'était l'animal fétiche de Sékou Touré. Donc c'est Sékou Touré que la foule célébrait, et pas de Gaulle, ouais. Oui, Sékou Touré, lui seul. Sékou Touré qui peut faire de son peuple ce qu'il veut. Ouais. Et qui le fera donc voter comme bon lui semble. C'est exactement le message que le leader guinéen veut faire passer à De Gaulle. Mais après cette démonstration de force, le plus explosif reste à venir. Expliquez-moi ça, le plus explosif. Et après quelques instants de repos, les deux hommes se rendent ensemble au siège de l'Assemblée territoriale. À noter que Sékou Touré a revêtu un large boubou blanc et qu'il s'est coiffé d'une toque de fourrure frisée. Et ce n'est pas innocent, ce costume? Non. Sékou Touré veut affirmer devant le général et tous ceux qui l'accompagnent son africanité. Le bâtiment de l'Assemblée est bondé et l'atmosphère est fiévreuse. Ouais. Les discours sont prévus, j'imagine. Naturellement, ouais. Comme le veut le protocole, c'est d'abord Sékou Touré qui prend la parole et s'adresse à la foule. Et même la plus banale de ses phrases reçoit une ovation extraordinaire. On applaudit à tout rompre, on hurle de joie. Oui, d'accord, mais enfin, le contenu de ce discours. Je vous l'ai dit, j'ai relu les textes de Sékou Touré avant de venir. Et bien, ce discours n'a rien d'anti-français. Au contraire même, Sékou Touré affirme que la Guinée veut continuer à vivre avec la France. Je ne vois pas ce qu'il y a d'explosif, alors. Le ton, violent, emphatique, et puis quelques phrases nettement provocatrices. Par exemple, alors. Je ne vous en citerai qu'une. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et De Gaulle prend ça très mal. Oui. Pour lui, c'est la France et son œuvre en Afrique qu'on attaque. Et aussi naturellement ce projet de communauté qu'il propose aux Africains. Et il comprend que Sékou Touré appellera les Guinéens à voter non au référendum. Et il prend ça pour un affront? Pour lui, c'est certain.
Il répond quand même. Il répond, oui. Il répète ce qu'il a déjà dit dans les autres territoires qu'il a déjà visités, mais le cœur n'y est pas. Et puis que dire à une foule tout acquise à celui qu'il considère désormais comme un adversaire? La suite du séjour en Guinée est d'ailleurs glaciale. Et quand le cortège du général regagne l'aéroport, les rues sont quasi désertes et hostiles. Ouais. La rupture est donc consommée? Officiellement, non. Mais elle est dans toutes les têtes. Et malgré les efforts des uns et des autres, la Guinée, effectivement, votera massivement non quelques semaines plus tard. Ouais. Elle choisit donc l'indépendance sans la France. Et pour le général, ça veut dire contre la France. Par conséquent, tout va être mis en œuvre pour se débarrasser de Sékou Touré. Et tout... J'ai bien dit tout, mais je vais vous le démontrer. Ça commence par des mesures monétaires, des mesures punitives. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avant même le référendum, le haut commissaire en AOF, Pierre Messmer, organise une véritable opération de commando pour récupérer les milliards de francs CFA qui se trouvaient dans une succursale de la Banque centrale à Conakry. Une opération de commando? Oui, avec l'intervention de parachutistes et de la marine. Une sorte de hold-up. Tout à fait. Et comment Sékou Touré réagit-il? Il fait le gros dos. En fait, il a une idée derrière la tête et il va essayer de nous rouler. Nous rouler? Comment? Aussitôt après le référendum et donc la rupture, il affirme haut et fort qu'il veut rester dans la zone franc. Et parce qu'il veut en retirer des avantages. Certainement. Ça, ouais. Mais déjà, il pense à créer sa propre monnaie. Toutefois, ça demande du temps. Il faut créer une banque d'émissions, imprimer des billets, les mettre en place, etc. Par conséquent, Sékou Touré essaie d'endormir les autorités françaises en affirmant haut et fort son attachement à la zone franc. Il doit penser gagner du temps. Et il va vraiment créer cette monnaie, là? Oui, les billets vont être imprimés très discrètement en Angleterre, mais chez nous, la riposte est déjà prête. La riposte, alors sous quelle forme? Les services sont chargés de fabriquer des faux francs guinéens. Les services, c'est-à-dire le SDEC? Bien entendu. Et dès que le franc guinéen est mis en circulation, cette masse de fausses monnaies est envoyée là-bas. Résultat, la nouvelle monnaie de Sékou Touré est rapidement dépréciée. Ouais, ça vient de la monnaie de singe. Oui, avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie guinéenne qui n'était déjà pas trop brillante. Je ne savais pas que nos espions pouvaient être à l'occasion des faux monnayeurs. Et c'est pourtant la vérité. Mais une telle opération implique de nombreuses complicités. Enfin, en tout cas, la présence sur place d'un véritable réseau d'agents. C'est évident. Dès qu'on a compris que Sékou Touré romprait avec la France, ce réseau a été mis en place. Et c'est une décision politique. Prise au plus haut niveau. On parle général, donc. Sur les conseils de son éminent dirigeant. Jacques Foccart, oui. Oui, encore lui, oui. Foccart qui est installé à l'Élysée et qui a maintenant la haute main sur toutes les affaires africaines et qui a aussi l'œil sur les activités des services secrets. C'est donc lui qui va coordonner les actions contre Sékou Touré. Oui, il ne faut jamais oublier qu'outre la fureur du général qui s'estimait humilié par Sékou Touré, nous avions aussi des intérêts économiques très importants à défendre en Guinée. Quoi? Péchinet venait de construire là-bas une importante usine de transformation de la bauxite en aluminium. Un très gros investissement. Et on pouvait craindre que le flirt que Sékou Touré a tout de suite entamé avec les pays communistes ne se termine par la nationalisation de cette usine. Et ça, à mon avis, ça a dû peser beaucoup plus lourd que la rancune élyséenne. Sans doute. Encore que dans cette affaire, il ne faut pas sous-estimer la colère du général. Ouais. Enfin, il y a donc cette fabrication de fausses monnaies, mais Foccart ne pouvait pas croire que ça suffirait à renverser Sékou Touré. C'est juste. Je vous ai dit que le SDEC et les hommes de Foccart avaient implanté un réseau en Guinée. Un réseau qui va s'employer à tenter un véritable coup de force. J'ai cité tout à l'heure la biographie de De Gaulle écrite par Lacouture, un monument en 3 tomes paru au Seuil. L'écrivain et journaliste note que le général a vraiment été choqué par l'accueil qui lui a été réservé à Conakry. Ainsi, le général Salan, qui vient de le recevoir au retour à Maison-Blanche, l'aéroport d'Alger, le trouve sombre, torturé. Et dans ses mémoires parus aux presses de la Cité, Salan rapporte ce trait. Me serrant le bras, il explose soudain. Salan, ce qui s'est passé à Conakry est insensé. Je ne concevais pas pareille haine à l'égard de la France et de moi-même. Une vieille femme, sur le côté de ma voiture, a fait le geste de soulever sa jupe et a craché sur le véhicule. Puisqu'ils veulent l'indépendance, c'est bien. Qu'ils la prennent, mais ils n'auront plus un sou. Foccart, maintenant. Puisque d'après M. X, c'est lui qui va orchestrer la vengeance du général. Dans un livre paru récemment chez Albin Michel, Récit de décolonisation, Pierre Messmer, qui était en 1958 haut commissaire de l'AOF, confirme la responsabilité de Jacques Foccart. C'est lui, affirme Messmer, qui a tenu le rôle principal. Ne croyant pas à la solidité du régime de Sékou Touré, il a fini par en convaincre le général de Gaulle. Et il a agi en conséquence. Et Messmer note assez perfidement, je cite, dans ses mémoires, Foccart parle, l'intéressé
n'en dit pas un mot, respectant une règle bien connue des services secrets, n'avouez jamais, surtout vos échecs. N'ayant jamais appartenu à ces services, je ne me sens pas lié par cette règle, s'agissant d'événements vieux de 40 ans. J'ai vérifié. C'est vrai, dans ses mémoires parus chez Fayard, Jacques Foccart ne dit mot de son implication dans les événements guinéens, et il prend bien soin de minimiser l'importance des complots qu'il appelle pudiquement des tentatives de déstabilisation dirigées contre Sékou Touré. Nous y venons justement avec Monsieur X. Un coup de force, vous voulez parler d'un putsch ? Oui, ce complot, enfin ce premier complot, car il y en aura d'autres, est préparé dès le début de l'année 1959, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la Guinée. Alors, à l'extérieur. Il s'agit d'entraîner des officiers guinéens hostiles à Sékou Touré. Mais qui les entraîne et où ? Au Sénégal, bien sûr. Oui, c'est le grand voisin du Nord. Hein. Oui, là-bas, nous disposons d'un important contingent militaire et de bases sûres où ces officiers peuvent être entraînés en toute discrétion. Alors, par qui ? Eh bien, par des hommes du 11e choc. Ouais, ce 11e choc, il faut le rappeler, hein, c'est le bataillon qui fournit les effectifs du service action du SDEC. Tout à fait. Et je vous rappelle, car je vous l'ai déjà dit, que Jacques Foccart en personne fait régulièrement des périodes de réservistes à Sercotte, là où est basé le 11e choc. Donc, il en connaît bien les hommes. Et il va souvent les utiliser. Maintenant, voyons ce qui va se passer à l'intérieur de la Guinée. Le plan prévoit de déclencher à la fois un coup d'État à Conakry et un soulèvement armé dans le massif montagneux du Fouta-Djallon. Mais pourquoi le Fouta-Djallon ? Parce que cette région est proche du Sénégal. On peut donc y faire parvenir des armes sans trop de difficultés. Ensuite, elle est peuplée de Peuls. Or, cette ethnie qu'on retrouve aussi au Sénégal est traditionnellement hostile aux Malinké. Les Malinké, c'est-à-dire l'ethnie de Sékou Touré. Oui, donc des dépôts d'armes sont constitués dans le Fouta-Djallon, tandis qu'à Conakry, les conjurés se préparent. Et les conjurés, là, qui sont-ils ? Ils sont très divers. Je vous ai dit au début de cet entretien, Sékou Touré s'est imposé en Guinée en usant de la force au besoin. Et il règne sur son pays d'une main de fer. Ouais, c'est donc déjà un dictateur. En tout cas, il va très vite le devenir. Par conséquent, il a suscité de nombreuses oppositions. Des gens qui sont empêchés de s'exprimer, mais qui sont prêts à tenter quelque chose si on leur donne l'assurance qu'ils seront soutenus. Soutenus par la France. Naturellement. Alors il y a des intellectuels, des commerçants, des hommes d'affaires qui redoutent l'isolement de leur pays, puis évidemment des militaires. C'est donc très sérieux. Oui, mais même dans les plans les mieux élaborés, parce qu'il c'est une paille. Et la paille, en l'occurrence, c'est quoi ? Une histoire très curieuse. Mais racontez-moi alors. Un des officiers para qui doit participer à l'opération a soudain des scrupules. Pour quelle raison ces scrupules ? Cet homme a compris que la finalité de l'opération, c'est l'assassinat de Sékou Touré. Il a donc des problèmes de conscience. Comme il est catholique, il s'en ouvre à un religieux. Et celui-ci en parle à son tour à un haut fonctionnaire en poste à Dakar. Dites-moi, ce religieux ne respecte donc pas le secret de la confession, hein ? Non, mais il croit bien faire. De fil en aiguille, l'information parvient jusqu'à Paris, au ministère des Affaires étrangères, où bien sûr, on tombe des nues. Parce que l'opération a été préparée par Foccart et par lui seul. Et dans le plus grand secret. Donc sans avertir les diplomates en poste à Dakar ou à Conakry. Alors le ministre, c'est Couve de Murville, monte sur ses grands chevaux. Et l'opération est momentanément abandonnée. Momentanément ? Bien sûr. Foccart, qui se sait soutenu par le général, n'est pas à laisser tomber. Pour lui, Sékou Touré représente un danger permanent. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait donner des idées à d'autres pays africains ? Et parce qu'il se rapproche dangereusement des pays de l'Est. Donc il va y avoir une deuxième tentative. Oui, parce que tout est resté en place. L'opération a été gelée, c'est tout. Mais les conjurés sont toujours prêts à agir et les dépôts d'armes n'ont pas bougé. On a même prévu d'intervenir aussi depuis la Côte d'Ivoire. Attendez, une question avant de poursuivre. Est-ce que Sékou Touré a pu être informé de la première tentative contre lui ? Je ne le sais pas, mais c'est probable. Pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'à Paris, d'une part, pas mal de gens ont été informés, que d'autre part, Sékou Touré disposait de très bons renseignements, grâce aux services des pays de l'Est, les Tchèques en particulier. Ah oui. Alors, venons-en à cette deuxième tentative. Elle va également échouer. Alors, pour quelle raison cette fois-ci ? Sékou Touré, comme tous les dictateurs, est un paranoïaque qui se méfie de tout le monde. Ouais, il voit donc des comploteurs partout. Exactement. Remarquez, après ce que vous m'avez dit, il n'a peut-être pas tort. Hein. C'est juste. Et dans cette mesure, je vous le disais tout à l'heure, nous allons certainement contribuer, nous, Français, à développer chez lui cette obsession du complot. Enfin, je reviens à mon récit. Ouais. Alors, Sékou Touré, c'est ça, hein, se méfie de tout le monde. Oui, et il soupçonne des hommes de son entourage immédiat de vouloir le démettre. Et c'est vrai, ça ? Pourquoi pas ? En tout cas, Sékou Touré dégaine le premier, si j'ose dire. Et en avril 1960, 15 jours avant l'opération prévue par le SDEC, il fait arrêter par ses services de sécurité ses supposés comploteurs. Et ça déclenche un vent de panique chez les vrais conjurés. Chez les vrais ? Mais alors pourquoi ça ? Parce qu'ils se croient découverts. Et c'est la débandade. On se dénonce les uns les autres, tandis que certains prennent le risque d'intervenir les armes à la main. Ça se termine par un massacre.
Plusieurs ressortissants français sont arrêtés, des armes sont saisies, c'est l'échec total. Mais c'est donc un peu par hasard hein, que Sékou Touré a réussi à déjouer ce deuxième complot. C'est la stricte vérité. Puis j'imagine que cette affaire ne va pas améliorer les relations entre la Guinée et la France. Vous avez raison, ces relations vont aller en se dégradant au fil des mois et des années. À la fin de l'année 1960, par exemple, Sékou Touré gèle les avoirs français en Guinée. Puis il y a la malheureuse histoire de ce pharmacien français qui a été emprisonné à la suite du complot d'avril 1960. Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? Cet homme, Pierre Rossignol, très connu en Guinée, est accusé d'avoir fait partie des conjurés. Et il va passer 2 ans dans les geôles de Sékou Touré dans des conditions épouvantables. Et à votre connaissance, il a vraiment comploté? Non. Non, mais le dictateur guinéen, en l'incarcérant, a voulu se venger de la France. Et il en a fait une sorte d'otage. Est-ce que Foccart et le SDEC, après ces malheureuses affaires, vont continuer à essayer de se débarrasser de Sékou Touré? De la même manière, je ne le crois pas. Même si en 1965, Sékou Touré accusera plusieurs ministres français et Foccart, évidemment, d'avoir tenté de le faire assassiner. Et selon vous, c'est une fausse accusation ça? Oui. Mais c'est vrai, les services auront toujours Sékou Touré à l'œil. Et ils ne manqueront jamais d'aider en sous-main les opposants guinéens ou d'encourager les incidents aux frontières de la Guinée. En tout cas, ces graves accusations de 1965 vont aboutir à la rupture des relations diplomatiques entre nos deux pays. C'était inévitable. Attendez, au début de cet entretien, vous avez dit hein, que les Français n'avaient pas été les seuls à intervenir en Guinée. C'est vrai. Mais auparavant, je voudrais aussi vous signaler le cas de Jean-Paul Alata. Un Français marié à une Guinéenne et qui était devenu un des conseillers influence de Sékou Touré. En 1971, il est arrêté. Sous la torture, il avouera travailler pour le SDEC. Ouais, sous la torture, donc on peut mettre en doute la sincérité de ses aveux. Bien sûr. Alata passera 4 ans et demi en prison. Et il sera relâché lorsque les relations diplomatiques avec la Guinée seront rétablies. Mais nous en parlerons peut-être un jour. Volontiers. Alors, qui est aussi intervenu en Guinée contre Sékou Touré? Les Américains, bien sûr. Ah, la CIA? Oui. Pour quelle raison les Américains là? Les Américains avaient pris notre place dans la production de l'aluminium guinéen. Et sans doute considéraient-ils que leurs intérêts seraient mieux défendus sous un régime différent. Mais il faut aussi parler des Portugais. Les Portugais, alors pourquoi? Les Portugais étaient encore chez eux, dans la Guinée-Bissau voisine. Et ils accusaient Sékou Touré de soutenir les guérilleros de Cabral qui luttaient pour l'indépendance. En 1970, ils vont donc intervenir militairement en Guinée avec des exilés. Et ils occuperont un temps Conakry avant d'être défaits par les troupes de Sékou Touré. Décidément encore un échec, hein? Oui, Sékou Touré semblait vraiment invincible. J'ajoute qu'une nouvelle fois, cette agression a donné lieu à une répression féroce. Et c'est dans cette mesure, je vous l'ai dit, que toutes ces interventions extérieures ratées n'ont fait au fond que plonger la Guinée un peu plus dans la nuit et la terreur. Sékou Touré poursuivra longtemps Jacques Foccart de sa vindicte, et même après la mort du général de Gaulle, alors que le gouvernement de Georges Pompidou va amorcer un rapprochement avec la Guinée. Ainsi, dans une interview à l'agence britannique de télévision Vice News, Sékou Touré s'en prend en mai 1971 très violemment à Foccart, responsable numéro 1 selon lui de toutes les subversions organisées en Afrique et particulièrement en Guinée. Et le dirigeant guinéen ajoute: ce serait prétentieux et même une aberration de ma part de penser que le gouvernement se séparerait d'un Français parce que la Guinée le veut. Mais c'est aussi honnête de notre part que de dire qu'étant convaincu que M. Foccart est dans tous les complots contre la Guinée, nous ne sommes pas prêts à collaborer avec l'équipe Foccart. Pascal Cropp, dans son ouvrage sur les secrets de l'espionnage français, donne des détails sur toutes les manœuvres visant à renverser Sékou Touré. Voici ce qu'il écrit. En 1969, 70, 74, la CIA et le BND allemand lanceront encore plusieurs opérations armées. Toutes ces manœuvres échoueront lamentablement. On s'en fera une idée en compulsant L'impérialisme et sa 5e colonne, un recueil publié par les services de Sékou Touré est composé de l'impressionnante litanie des aveux soutirés à divers opposants. Ces confessions obtenues au moyen d'interrogatoires particulièrement inhumains sont à prendre avec précaution. Les anciens du SDEC admettent cependant que les griefs faits à la France sont en bonne partie fondés et qu'aucun complot mentionné n'est imaginaire. Écoutons donc l'un des inculpés. J'ai été recruté par les services français, témoigne Bangouri Karim, animateur du bloc africain de Guinée, puis secrétaire d'État guinéen au mines et à l'industrie, par l'intermédiaire de JP qui représentait les anciens établissements français de l'Inde. En juillet 1959, je le rencontrai chez lui,
avenue Raymond Poincaré, pour lui faire mon premier rapport. La consigne secrète était à l'époque d'entrer dans le gouvernement d'union et dans l'administration et de poursuivre le travail pour une prédominance française sur tous les plans, notamment économique, culturel et politique. Voilà o denu kanye voilà voilà o bila kolo kanye voilà voilà denu voilà bila kolo kanye voilà